Je m'appelle Jimmy Munda, je suis ingénieur en cybersécurité. Et pour ce troisième numéro, nous allons simuler une attaque APT, Advanced Persistent Threat, une attaque par menace persistance. Alors, dans cette simulation d'aujourd'hui, on appelle simulation, c'est en fait un environnement réel que nous allons vous démontrer, je vais mettre à l'exemple. Il va simuler, il va montrer une entreprise qui sera la cible d'une attaque de niveau supérieur sans que les niveaux de sécurité ne puissent détecter l'attaque ou même la menace. Donc, ça va être quelque chose qui va être fait par notre expert que nous recevons aujourd'hui. Nous appelons expert la personne qui est aux commandes de la démonstration. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Simon Roy. Il peut se lever pour que l'audience le voie. C'est un hacker, c'est un ingénieur dans la recherche en cybersécurité. Il a beaucoup de réalisations dans ce domaine et aujourd'hui il nous fait ce plaisir-là de nous en faire un peu part pendant les 1h30 que nous aurons à partager. Merci Monsieur Simon. Merci. En face de lui, nous avons trois experts, mais experts aujourd'hui du point de vue d'invention. Ce sont nos ingénieurs qui vont peu à peu tenter de challenger l'expert à la démonstration pour rendre la démonstration la plus réaliste possible. On pense qu'aujourd'hui, entrer dans une entreprise qui investit des millions de dollars pour sa sécurité, entrer dans cette entreprise n'est pas facile. Alors, nos intervenants vont tenter de réaliser ou de donner un niveau de réalisme dans ce que l'expérience va donner. Donc, ils vont poser des questions, ils vont tenter de remettre la réalité, de remettre la réalité à l'honneur pour que nous ne soyons pas en train de jouer à un jeu vidéo. Donc, ces experts intervenants, il y en a 3. Il y en a un qui est encore en route, mais les 2 présents, je vais commencer par introduire notre CCSP, un ingénieur de talent, agent aujourd'hui à Vodacom RDC. Beaucoup de diplômes à son avantage, beaucoup de mérites, beaucoup de connaissances. Il s'appelle Landrick Pogno, qui va se lever. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu en ligne. Il nous fait également cet honneur de nous prêter son temps pour essayer de démontrer cette attaque avec l'expert. Merci, Monsieur Landrick. À côté de lui, il y a un autre prodige de la cybersécurité, un monsieur qui travaille dans ce domaine depuis très longtemps, du côté de la défense. Il est également agent Vodacom. C'est lui que vous allez trouver sur votre chemin quand vous essayez d'attaquer notre grande entreprise Vodacom. Il s'appelle Jérémy Messou. Il est également très certifié. Il est 6e. Et pour ceux qui connaissent ce domaine, 6e, c'est quand même, on va dire, un très haut niveau de connaissances. Comprenez donc qu'en face du génie, il y a du génie. Merci, Monsieur Jérémy, de nous prêter votre temps. Le 3e qui viendra, s'il vient, je vais le présenter, mais il s'appelle brièvement Michael Kanyeba. Alors, sans plus tarder, moi je vais laisser déjà la parole à M. Simon pour nous donner un brief de ce qu'il va faire aujourd'hui. Déjà nous expliquer ça dans la théorie avant que nous puissions voir ça en pratique. Et s'il y a des questions, nous n'avons qu'une heure 30, il y a l'heure qui est là. On doit être en mesure de terminer à 7h15 pour nous donner 15 minutes de résultage. S'il y a des questions, n'attendez pas qu'ils finissent. Coupez et posez des questions. Que nous soyons en mesure d'être le plus interactif possible. Donc, Monsieur Simon, nous vous laissons la parole pour expliquer déjà ce à quoi nous devons nous attendre. Ok, merci vraiment pour la parole, Monsieur Jimmy. Donc, c'est un réel plaisir pour moi d'être présent dans cette salle, remplie d'experts, des gens talentueux. Je pense que les choses vont aller très bien. Pour ne pas m'attarder, donc j'aimerais un peu mettre du contexte. J'aimerais un peu mettre du contexte sur ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et pour cela, j'aimerais qu'on retourne un peu en arrière, 80 ans en arrière, pour qu'on puisse avoir un peu du contexte sur ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, je peux projecter? Oui. Alors, face à lui, il y avait l'amiral Isoroku Yamamoto,
un stratège redoutable de la marine japonaise et l'architecte de Pearl Harbor. Nimitz savait que pour gagner contre Yamamoto, il ne suffisait pas de le poursuivre, mais de le devancer. Alors Nimitz va prendre ou va donner un ordre simple à ses équipes de renseignement cryptographique en leur disant « Je veux que vous me fassiez entrer dans la tête de Yamamoto ». Entrer dans la tête de Yamamoto, Nimitz voulait comprendre comment pense son adversaire, c'est-à-dire quelle est sa doctrine, quelle est sa tolérance au risque, quel facteur le pousse à attaquer, où frapperait-il s'il voudrait le surprendre. Et grâce à cette nouvelle approche de penser comme son adversaire, l'armée américaine a su quand même deviner les plans d'attaque de Midway, piégeant ainsi l'armée japonaise, ce qui changera jamais les cours de la guerre. Aujourd'hui, les responsables de la sécurité des systèmes d'information au niveau des entreprises sont confrontés dans une posture similaire à celle des Nimitz. Ils savent qu'ils seront attaqués, mais ils n'ont aucune idée de comment et quand cela arrivera. Alors, faire appel à une équipe rouge, c'est dire à ses experts, montrez-moi comment un véritable adversaire pourrait me surprendre, trouver mes angles morts avant. C'est très important. Dans un combat, de connaître son adversaire. Nimitz n'a pas attendu que Yamamoto frappe pour comprendre comment il opérait. Il a juste pénétré son esprit pour gagner la guerre. Et il y a un point très important ici que je vais aborder. L'amiral Yamamoto n'était pas un chef de guerre ordinaire. Il avait étudié à Harvard, parcouru les États-Unis. Il connaissait leur culture, leur manière de penser, leur logique industrielle. En fait, il avait une connaissance approfondie de l'ennemi de l'intérieur. Et cette connaissance ne venait pas des rapports ou que ce soit, mais venait de temps passé à observer son ennemi. Et c'est ce que le groupe APT font aujourd'hui. Ils passent la majeure partie de leur temps à observer leurs cibles avant de les frapper. Ils passent vraiment la majeure partie de leur temps à observer leurs cibles avant de passer à l'attaque. Et aujourd'hui, on va simuler cette attaque-là avec les différentes couches de défense qui seront mises en place et on verra comment le contourner jusqu'à arriver à notre objectif final, c'est-à-dire prendre l'accès à la machine de la victime. Donc, ce qu'on appelle un accès initial. Alors, pour commencer, je vais projeter cette image. Ça, c'est l'image du réseau interne de l'entreprise qu'on veut attaquer. L'entreprise en question, c'est Mirage. Comme vous pouvez le constater, je vais mettre le mot. Ici, on a le réseau interne de l'entreprise. En tant qu'attaquant, je ne peux pas accéder directement dans les réseaux. Parce qu'il y a des firewalls, il y a des IPS, il y a des IDS, il y a des serveurs proxy qui vont m'empêcher d'entrer. C'est pourquoi les cyberattaques et les cybermenaces privilègient plutôt le phishing. Pourquoi? Parce que lorsque j'envoie un mail de phishing et que la victime clique sur le mail en question, c'est sa machine qui viendra se connecter à la machine de l'attaquant, contournant ainsi les firewalls et les IPS. Alors, l'objectif de notre mission, un accès initial au réseau interne de l'entreprise Mirage, en compromettant l'ordinateur d'une des personnes qui travaillent au niveau de cette entreprise-là. Par exemple, on va cibler le développeur back-end de l'entreprise. Ça, c'est le contexte. On va cibler M. Yannick Makengo, qui est un développeur back-end au niveau de l'entreprise Mirage. Donc, la première chose à faire, on va utiliser LinkedIn comme moyen d'entrée. Première phase, on va usurper l'identité de cette personne qui travaille chez Meta en tant que responsable de recrutement. On va créer un compte au nom de cette personne avec sa photo et toute son expérience professionnelle. Et après avoir créé ces comptes, on passe maintenant, premier jour, premier message. On contacte notre cible, M. Yannick. Comme vous pouvez le lire. Deuxième jour, M. Yannick répond positivement. Et le troisième jour, on prépare un autre piège.
Je vous enverrai vendredi un mini test technique au format PDF à compléter à distance. Il s'agit des 3 petits exercices sur la modélisation et l'algorithmie. Donc vous aurez aussi un exécutable à lancer pour soumettre vos résultats automatiquement. Alors ici, on prépare notre charge utile. On va envoyer un fichier ISO. Déjà, le fichier ISO, ça va nous permettre de contrôler certaines lignes de défense. À l'intérieur de ce fichier ISO, il y aura 3 fichiers. Un fichier test algo en PDF, un autre fichier instruction en PDF et un autre exécutable. Bon, si déjà, on sait, tu sais avoir le payload, oui, tu parlais déjà, général, ça veut Cobalt Strike. En fait, tout ce que Cobalt Strike génère, les noms automatiquement détectés. Là, c'est normal. Même n'importe quelle solution de sécurité va les détecter. Cobalt Strike, Metasploit, donc n'importe quel ça va les commandes et les contrôles. C'est ça. Maintenant, on fait un peu de la magie noire pour que les solutions de sécurité ne puissent pas détecter notre beacon. J'avais déjà tout préparé, le chargeur qu'on sort dans une clé USB, malheureusement. Ici, maintenant, pour continuer à effectuer cette attaque, on sera obligé maintenant de désactiver parce que ici, la machine test, il y a un EDR qui est installé, Node. Donc, on sera obligé de les désactiver pour exécuter Cobalt Strike là. Ça enlève le côté réaliste de la chose. On peut proposer une solution parce que là, en fait, on parle d'un modèle où un certain niveau de sécurité au niveau endpoint seulement. C'est seulement au niveau endpoint qu'on va désactiver parce que les autres niveaux de sécurité restent. Les périmètres firewall, parce que j'ai vu sur le schéma. Parce que même le fichier, la charge utile en question, parce que le fichier ISO, c'est la clé. Ce fichier ISO. Ça prendra beaucoup de temps de la régénérer. Donc, ça prendra vraiment du temps. Les experts, les intervenants, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il y a une proposition, une autre difficulté qu'on peut lui opposer, comme ça on reste sur un modèle assez réaliste? Parce que trouver une machine qui a l'antivirus désactivé aujourd'hui, c'est très difficile. Ouais. Ma question, c'est de savoir par rapport à l'architecture que tu as présentée. Alors, je veux voir au niveau du le perimeter firewall, quand l'employé se connecte à l'infrastructure de l'entreprise. Par définition, quels sont je veux bien sûr le IPS, le IDS. Ça c'est le network IPS ou host, parce qu'on veut comprendre et rendre réaliste le scénario. Alors par rapport à ce que nous allons faire comme simulation, nous aimerions d'abord savoir le prérequis. Et à partir de cela, nous allons opposer maintenant les contraintes et afin de te permettre de les contourner et rendre le scénario un peu plus réaliste. Alors, si c'est possible de nous répartager l'architecture, et comme ça, on pourra discuter sur base de ça. Alors, déjà, avant de lancer une attaque, les attaquants font ce qu'on appelle de la reconnaissance. Ils récoltent des informations sur leur cible. Après avoir récolté les informations, ils vont mettre en place leur infrastructure de commande et de contrôle. Là où ils vont commencer à contrôler toutes les machines compromises. J'avais déjà mis ça en place au niveau de AWS. Après avoir mis en place l'infrastructure Red Team, il faut maintenant générer la charge utile qui sera envoyée à la victime. La plupart des gens pensent que faut simplement le mail arriver dans leur boîte email, mais ne savent pas tout le cheminement que ce mail doit passer pour arriver à destination. Et il y a tout un tas de contrôles de sécurité qu'il faut contrôler. Déjà au niveau de l'entreprise, toute connexion venant de l'extérieur sera bloquée par un firewall. Toute connexion sortant de l'entreprise sera autorisée, mais à condition que la destination soit une source aussi. Si c'est un nom de domaine et qui n'a pas une bonne réputation,
le firewall va vous bloquer. Alors, il faut trouver un moyen, en tant qu'attaquant, d'avoir un nom de domaine qui a une bonne réputation. Donc, déjà, avoir un nom de domaine qui a moins de 6 mois, il sera bloqué. Là aussi, il faut contourner. J'ai un nom de domaine qui a une bonne réputation. Je l'ai testé sur Cisco là. Ça a une bonne réputation. Après cela, il faut maintenant envoyer la charge utile à la victime. Or, à l'intérieur du navigateur, il y a un contrôle de sécurité que chaque navigateur a mis en place. Et lorsque vous téléchargez un fichier sur Internet, le navigateur met ce qu'on appelle une empreinte à chaque fichier. Et ce fichier provient de l'Internet. Et lorsque la personne va ouvrir le fichier en question, Defender va contrôler encore. À part ça, il y a aussi Scream Smart qui va contrôler les fichiers. Et la dernière ligne de défense, c'est l'EDE. Donc, il faut être en mesure de contourner toutes ces lignes de défense pour arriver à obtenir, l'accès à la machine de la victime. Tout était prêt. Oui, je comprends l'approche et la démarche, mais je ne sais pas comme. Et puis, je vais d'abord signaler quelque chose. La charge utile, elle est générée selon la vulnérabilité trouvée sur la machine cible. Non. Et je laisse-moi. Oui. Tu vois, quand tu as fait la reconnaissance, tu as fait l'enumeration, tu sais les services disponibles, tu le confirmes. Tu vois, la prochaine étape maintenant, c'est de faire l'analyse de vulnérabilité, parce que ce n'est pas toutes les vulnérabilités que l'on peut exploiter. On est tous d'accord? Alors, maintenant, quand tu as déjà repéré les vulnérabilités qu'on peut exploiter avec Metasploit ou CobbleStrike, tu vas générer, comme on appelle la charge utile, pour permettre de faire comme un exploit de cette vulnérabilité. Et quand il y aura l'exploit, maintenant tu vas pawn ta cible. Maintenant, nous savons déjà que la clé, elle n'est pas disponible, et aussi l'infrastructure qui était sur AWS, et ce que tu as décrit comme par rapport au mail, parce qu'il y a le contrôle de email security au niveau de email server, tout ce qu'il y a comme contrôle. Mais maintenant, actuellement, maintenant là tu dis que il n'y a pas la clé et que on va désactiver le EDR. Mais je veux aussi signaler que ça dépend. Il y a deux types de EDR. Il y a les agent-based et puis le network-based où on met des sensors et on installe ça au niveau des aggregator points of network. Donc, le point de convergence des différents réseaux. Alors, si par exemple, par rapport maintenant à ton EDR, et l'EDR, il fonctionne de deux manières. Signature based ou bien anomaly based. Donc, selon le comportement. Je t'ai dit que il y a une activité qui a été chargée dans la mémoire RAM, qui est la mémoire active, où il y a là où tous les logiciels actifs qui sont en train de tourner sur l'ordinateur se trouvent, et sûrement il y a les contrôles qui se font. Alors, si c'est un signature burst, généralement, c'est un hash sur la base des données. Il y a plusieurs hashes dans une base des données où on fait le mapping, c'est-à-dire que ça, on reconnaît. Ça, c'est par rapport à la signature. Pour le comportement, il y a la partie, maintenant la partie SIM, qui vient en G, ou tout comme la partie, comme on appelle, il y a de heuristique. Donc, un comportement normal, après avoir, qu'on installe, on sait tous que il y a la partie d'abord learning, on essaie de comprendre l'environnement, on comprend ce qui est autorisé. Et la deuxième partie, maintenant, on va passer en blocking point. On bloque, on se dit, c'est ce qui est normal, passe, ce qui n'est pas normal, vous flaguez. Alors, maintenant, revenons sur le scénario, ce que tu vas nous présenter. Nous voulons d'abord comprendre ce qui est comme préalable. Et là, comme je répète, je prends le mot de Jimmy, on va imposer la contrainte. Et sur base de cette contrainte, je serais aussi curieux, si tu vas faire une attaque au bas niveau, on peut voir les offsets, tout ce qu'il y a comme la magie derrière comment est-ce qu'on appelle le langage des bas niveaux. Comme ça, on va comprendre, parce que j'ai aussi l'expérience à travailler avec
avec l'assembleur. Et je connais un peu de logique d'exécution. Alors, tu pourras nous présenter et on pourra évoluer ensemble. En fait, c'est le partage d'expérience. C'est le... Oui. Sinon, la question que je veux poser, c'est la contribution initiale, ça sera universel, non? Oui. Ah oui. C'est ce qu'elle est en train de dire là. Ouais. Qu'il faut scanner les vulnérabilités. Attends. Ici, on est face à une entreprise bien sécurisée. Leur serveur web est là. Les attaquants ont cherché des vulnérabilités au niveau des serveurs, ils n'ont pas trouvé des vulnérabilités. C'est ça. Que ce soit RCI, SSRF, non, il n'y a pas ça. Donc, le seul moyen... Oui, le seul moyen maintenant de pénétrer dans les réseaux internes de l'entreprise, il faut faire le phishing. Préparer une charge éthique, envoyer à la victime. Si la victime clique sur la charge éthique en question, c'est sa machine qui viendra se connecter à la machine de l'attaquant. Voilà. C'est une connexion sortante. Une connexion sortante. Maintenant, comme il y a des firewalls, si le domaine de l'attaquant n'a pas une bonne réputation, le firewall va le bloquer. Ouais. Déjà, à l'intérieur de la machine de la victime, il y a tout un tas de contrôles de sécurité qui sont là. Si vous prenez un beacon Cobalt Strike que vous exécutez, il sera tué tout d'un coup, donc sur le champ. Même Silver, Metasploit, il sera tué. Donc on fait de la magie pour contourner ces mécanismes de sécurité. Ce qu'il est en train de dire là, c'est bien, mais ça ne se passe pas comme ça. Ok. Effet. Mais non, par rapport à la charge utile, parce que ça va établir un canal de communication. Un canal de communication. Mais maintenant, parce que pour établir un canal de communication, il faut qu'il y ait un port quelque part pour que le service passe. On est tous d'accord. Et que pour que ce port soit établi, il faut que l'operating system reconnaisse cela afin de lancer la procédure ou le processus au niveau de la mémoire RAM. En entreprise, Non. Le port 443, c'est un port ouvert. Là, on est d'accord. Ouais. Maintenant, lorsqu'on prépare, lorsque je prépare ma charge d'outils, je le prépare en fonction de la port 443, en fonction du port 443. Soit, je peux utiliser le protocole DNS, parce que c'est un protocole qui n'est pas trop surveillé. Les attaquants utilisent ce protocole-là pour contrôler les machines compromises. Donc, je vais passer par le protocole 443. D'accord. Tu vas passer par. Mais maintenant, avant de passer à travers le protocole 443, il y a un travail derrière pour reconnaître que non, effectivement, le service, le service web. Parce que tu peux être utilisateur, tu es dans l'entreprise et selon le job description, tu n'es pas censé passer par Internet. Parce que déjà, il faut qu'il y ait Mais maintenant, la charge... C'est ça que j'ai dit. Je veux comprendre le protocole HTTPS ou le port 443 peut-être est bloqué, mais le protocole DNS, jamais. Non. Ouais. Non. Je prends un peu de contexte ici. Ok. Moi, je veux qu'on puisse contextualiser les scénarios. Ok. Parce que ici, on sous-entend que le protocole 443, le port 443 est ouvert. On va utiliser ces canaux-là pour passer. Voilà. Sinon, selon l'architecture, Oui. la configuration qui est faite dans les plages de la configuration posée pour faire la démo, on va rater quoi? Qu'est-ce qu'on va manquer? Alors, De la chaîne de la personne, ça arrive. C'est un fichier ISO à l'intérieur, il y avait 3 fichiers. Ouais. C'est un fichier PDF, c'est un fichier exécutable. Quand la victime ne va pas cliquer sur le fichier exécutable, mais il va cliquer sur un des fichiers PDF. C'est un fichier PDF qui va lancer l'exécutabilité, va se dessus. Ok. C'est cette partie-là, c'est cette partie. Déjà, la charge de la question contourne les DL. Maintenant, c'est parce que c'est celle que nous allons explorer dans le scénario. Oui. Et ce que vous dites, c'est le lien entre la plateforme. donc l'emploi de la charge. Donc la charge ici là. Pour t'aider, on peut nous poser des questions
par rapport à jusque-là, de ce que j'ai pu comprendre, le seul élément que vous avez soulevé, c'était le domaine qui doit avoir au moins 6 mois comme check pour que ça soit valide. Il n'y a pas que ça. Oui, c'est dans ce sens-là que je voulais aller en termes de email security. Genre, c'est le seul élément que la charge que vous allez faire passer par le phishing a pris en compte ou pas. Genre, je me dis, vu qu'on n'a pas ça, on peut juste faire une sorte de discussion si vous êtes d'accord. Oui, on peut faire une discussion. Maintenant, le point central, c'est cette charge utile-là. Ok. Parce que c'est cette charge qui va nous permettre d'entrer dans les réseaux internes de l'entreprise. Ouais, Non, pour qu'elle soit délivrée, vous passez par le mail. Par mail. Comment elle bypass la sécurité mail? bon, sinon, tu permets? La discussion est ouverte, hein, Oui, oui, la discussion est ouverte. Oui, Déjà, mais avant, fait qu'on, ouais, déjà, je dis. par mail, si vous envoyez un fichier exe, il ne va pas passer. Oui. Si vous envoyez un fichier PS1, il ne va pas passer. Un fichier JS, il ne va pas passer. Un fichier zip. Si à l'intérieur de ce fichier, il y a un exécutable, par exemple, le Gmail va vous bloquer. Alors, on utilise le format ISO parce que lui, il passe quand même. Il passe quand même, mais ce n'est que le début. Pourquoi? Parce que une fois que la victime télécharge la charge utile en format ISO, il y a encore d'autres contrôles de sécurité qui sont là. Par exemple, le Smart Screen, lui, va contrôler pour voir s'il y a un malware. Après cela, la dernière ligne de défense. Oui, Simon, j'ai juste une question, en fait. Vous avez un peu trop avancé, vous avez un peu trop développé le sujet, mais quand même, j'aimerais juste savoir, donc, on est un peu high level, vu que toute la communauté veut un peu comprendre. J'aimerais juste savoir si tu peux juste définir l'objectif, ça c'est juste high level, définir l'objectif de la simulation. Est-ce un sabotage que tu cherches à achieve? Est-ce une exfiltration, vol de données? Donc, si tu peux le définir. Aussi, il y avait une question faite dans le chat. Je sais pas si tu l'as vu. C'est par rapport à kill chain. Cyber kill chain. Si tu peux juste développer, en fait, par rapport, en fait, aux différentes étapes de cyber kill chain. Et comme ça, en fait, on pourra avoir un aperçu général de la simulation. Si on part, si on utilise le framework Cyber Kill Chain, la première étape, c'est toujours la reconnaissance. La deuxième étape, c'est l'armement. La troisième étape, c'est la livraison. La quatrième étape, c'est l'exécution. Et ainsi de suite. Maintenant, notre mission ici, c'était d'avoir juste un accès initial au réseau interne de l'entreprise. C'est-à-dire livrer la charge utile et prendre les contrôles de la machine. Et après, on sabote ou bien on fait une exfiltration des données? Parce que après cela, pour arriver à saboter, il faut élever vos privilèges, il faut faire ce qu'on appelle un mouvement latéral. En fait, je voulais juste créer un profil un peu du scénario. Parce qu'en fait, on est un peu au niveau un peu supérieur, on a vu l'architecture et tout, mais quand même, je voulais vraiment décrire exactement le profil de l'attaque, exactement. Okay. Donc, en fait, l'objectif de l'attaque, c'était de prendre le contrôle de la machine qui se trouve à l'intérieur du réseau de l'entreprise. Comme un console. Donc, genre, comment un console? On s'arrête par là? Oui. C'est un début. C'est un début. En fait, l'entreprise, elle n'est pas réelle, c'est ça? Oui, l'entreprise n'est pas réelle. Donc, on peut pas faire des mouvements latéraux. Déjà, faire un mouvement latéral, il faut élever vos privilèges Ça, et faire un mouvement latéral. Ça dépend Donc, aussi des Est-ce qu'en fait, vous prévoyez en fait d'effectuer la persistance, par exemple? ouais, par exemple. Je n'ai pas encore pris le contrôle de la machine. Comment Non, en fait, est-ce prévu? C'est ça, en fait, je Oui, oui. Parce que lorsque la victime ouvre le mail empoisonné, la charge s'exécute, il crée une persistance sur la machine. En fond, des fois, Ça va. malheureusement. Bon, en dehors du fait que nous n'avons pas le payload sur la charge utile, que pouvons-nous faire pour, on va dire, ok, on en parle de payload. Est-ce qu'on pouvait au moins commencer le processus pour créer et générer un nouveau payload
Et on voit jusque le temps nous permet de nous arrêter. Alors, je peux générer le payload ici avec Cobalt Strike. Si je génère le payload ici, tant que j'arrête Defender. Je suis curieux de savoir, c'est quelle version de Cobalt Strike? La dernière version, Licence? $3,500. Oui. Tu as payé la licence? Oui. Pas une question, mais une suggestion. Defender est bloqué. C'est pas. Une suggestion par rapport à cette. Il y a une suggestion ici. Bonjour à nous tous. Hein. Par rapport à notre réunion ici, nous sommes déjà là, il y a la pluie. Moi, je pense que par rapport à ce que notre frère avait proposé, ça devient un peu difficile par rapport à tout ce qu'il avait proposé, la scénario, tout ça. Pourquoi ne pas choisir son approche? Cela veut dire désactiver les Defender, juste voir ce qu'il avait en tête. Excusez-moi parce que je suis anglophone, hein, je parle avec anglais et puis la langue lingala. Je parle pas très bien la langue française. Alors, ce qu'il avait préparé pour nous, qu'il essaie un peu de le faire et puis après on saura discuter, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ok. Parce que jusque là, c'est un peu, si nous continuons à lui poser des questions et puis lui répondre, on va pas arriver à la fin. Ce qu'on avait voulu voir et puis donc c'est ça. C'est ce que je voulais suggérer à nous tous. All right. Ok. Et si la victime utilise, bon, je sais qu'aussi sur Mac, ISO fonctionne. On n'a pas besoin d'un logiciel particulier Non, déjà avec Windows 11, ISO est prise en charge nativement. directement. Je pense à partir de 10 même. Mais la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a une restriction de système d'exploitation? Donc, non. Est-ce que la tag, enfin, déjà, la charge telle qu'elle est, elle est designée pour quel système? Elle est designée pour fonctionner sur Windows. Tout si j'ai Mac, je suis quand même... Non, ça ne va pas passer. Ok. Il dit que ça ne va pas passer. Ok. L'autre question que j'avais, c'est pour un système, pour une attaque de bas niveau, parce que APT c'est quand même assez avancé. Pour une attaque de bas niveau, qu'est-ce qui se serait passé normalement à ce niveau? Attends. Déjà, l'EDR a détecté que il y a, comment dirais-je, un new device qui vient d'être créé sur la machine, mais il n'a pas bloqué. À l'intérieur de ma charge, comment dirais-je, de mon fichier ISO, j'ai 3 fichiers qui sont à l'intérieur. Comment t'as grandi? Même juste agrandir la fenêtre. Bon, il y a Cédric qui est en train de tenter de poser une question. Je vais augmenter le volume. Ouais, en fait, moi j'ai un problème, en fait, je n'arrive pas très bien à entendre le présentateur, je crois que c'est Simon. Donc quand il parle, je n'entends presque rien. Donc j'ai du mal à suivre exactement ce qu'il est en train de faire. Et surtout quand il explique. C'est juste toujours ça. Ok. Alors, ici, on a 3 fichiers. Si on clique sur... Monsieur Simon, pardon. Peut-être que c'est la même... Il y a monsieur Ousseni qui a aussi une question. Monsieur Ousseni? Bonsoir à tous. Bonsoir. Il y a une question? Bonsoir à tous. Moi, je viens d'arriver maintenant. Je n'ai pas vu le thème, le titre le thème des meetings. Je n'ai pas bien pensé à bien vous suivre. Vous êtes du domaine informatique, monsieur Ousseni? Bon, nous vous renvoyons sur notre page LinkedIn ou sur notre channel WhatsApp pour déjà savoir le sujet, le thème, la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui, pour laquelle vous êtes dans cette réunion. Si après vous comprenez, nous serons très ravis de reprendre vos questions et de les présenter aux experts qui sont ici. Pour monsieur Cédric, nous allons tenter de rehausser la voix pour que vous puissiez également écouter les commentaires de monsieur Simon. Monsieur Simon, à vous la parole. Ok. On a 3 fichiers. Le premier fichier, c'est instruction.pdf. Le deuxième fichier, c'est notre exécutable. Submit the result. Le troisième fichier, c'est test algo meta. Maintenant, si la victime clique sur instruction, je clique.
Donc, sans pour autant cliquer sur notre exécutable, mais il sera quand même exécuté. Je clique sur oui. Excusez-moi. Le fait qu'il y ait déjà un exé là-bas, est-ce que si la victime voit déjà l'exé, est-ce qu'il n'y a pas, il va pas les remonter en quelque sorte les allers en fait? Ok, il y a un travail qui se fait en amont entre l'attaquant et la victime. Donc, la victime est au courant, on va lui envoyer 3 fichiers. Et il va soumettre les résultats en cliquant sur l'exécutable, il va soumettre les résultats. C'est là qu'il va soumettre les résultats. C'est un travail de phishing qui se fait en amont. Ici, Cobalsel, donc je les contrôle. Donc la machine de l'attaquant et de la victime est venue se connecter à ma machine, comme vous pouvez le constater. L'effet qu'il a cliqué sur... Oui, l'effet qu'il a cliqué. J'ai une question. Au niveau de Cobalt Strike, c'est qu'il y a un listener. Alors, Oui, il y a un listener. Il y a possibilité d'ouvrir votre micro, comme ça, micro, pas le son, juste le micro. ma question, c'est de savoir, pour exécuter cette attaque, par exemple, vous pouvez lancer aujourd'hui, et jusqu'à combien de temps vous pouvez attendre et espérer que l'envoi clique dessus? C'est une très bonne question. En fait, déjà, le groupe APT sont patients. Le plus grand travail s'est fait en amont, c'est-à-dire l'ingénierie sociale. Arriver à convaincre la victime. Par exemple, ici, c'est pour postuler chez Meta. Vous recevez un message de Meta vous disant que votre profil les intéresse. Demain, la victime répond positivement. Le lendemain, le responsable de Meta lui envoie des recommandations. On va t'envoyer tel fichier. À l'intérieur, il y aura tel document et tel exécutable. Après avoir résolu le problème, tu vas soumettre le résultat au niveau du fichier Submit Result. Donc, le travail se fait déjà en amont. Donc, lorsque la victime clique sur le fichier instruction.pdf, ça lance notre exécutable sans que notre solution de sécurité qui est en place puisse alerter. Il y avait une question, si on n'interrompt pas, de Monsieur Dan. Pourquoi? Oui, merci pour la parole. Moi, j'ai une question. C'est plutôt au niveau de l'applicabilité, parce que nous sommes tous sans ignorer qu'actuellement les entreprises font des efforts pour remonter quand même le niveau, faire en sorte que les users soient aware par rapport à la cybersécurité. Pas nécessairement comme des spécialistes, mais pour qu'ils soient quand même aware par rapport à tous les dangers qui courent. Bien sûr qu'il y a un travail qui se fait en amont par rapport à l'ingénierie sociale. Mais disons-nous quand même que le fait qu'on sache voir un exécutable, ça met la puce à l'oreille. Il n'y avait pas moyen peut-être de le cacher, par exemple. Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est par rapport au use case. Ça passerait beaucoup plus facilement, par exemple, pour une entreprise qui a peut-être besoin d'un support, une documentation par rapport à un outil bien précis pour lequel il recevrait une documentation. Ça passerait comme ça, qui peut-être serait accompagné d'un exécutable. Mais dans les cas très pratiques, s'il faudrait vraiment rendre ça applicable, je pense que la probabilité que ça se fasse tel qu'on le fait, elle est vraiment moindre. Déjà, il faut savoir, on a ciblé un développeur au niveau qui travaille dans l'entreprise. On n'a pas ciblé n'importe qui. Ok. On a ciblé un développeur. Donc, un développeur a quand même certains accès et certaines ouvertures au niveau de l'entreprise. Non, le problème n'est pas le développeur. Le problème, c'est être aware par rapport à ça. En tout cas, par rapport à l'applicabilité, je crois que les chances sont vraiment amoindries que cela se fasse actuellement. Parce que, comme on le dit, tout le monde est quand même d'accord que chaque fois qu'on voit un exécutable, ça met quand même la puce à l'oreille. Même sans être spécialiste, il peut ne fût-ce que remonter cette information pour avoir plus de précision auprès des experts en entreprise. Et tout de suite, je pense que on pourra peut-être l'interdire de pourra ouvrir ce fichier. Alors, vous voyez ce scénario. Ce scénario a été utilisé par le groupe Lazarus contre un ingénieur en sécurité qui travaille aux États-Unis. Ils ont réussi à prendre le côté de son ordinateur, à lui voler ses 0 days. Vous imaginez quelqu'un d'averti
mais qui est tombé quand même dans le piège. Non, pas très satisfait, mais allez-y quand même. Bon, en fait, je pense que la question est pertinente du point de vue cosmétique. Quand c'est un développeur, quand il sait voir un exécutable, il tique. Je vois le scénario de Lazarus, mais on va dire c'est une exception. Peut-être qu'il était bourré ou je sais pas, mais vraiment, c'est même pas il a dit de cacher. C'est un exécutable, c'est un ISO. Est-ce que dans un ISO il y a moyen de cacher Oui, dans un ISO il y a moyen de cacher un exécutable. Bon, il y avait une autre question, je pense ici. On va d'abord continuer à prendre les questions. Moi, je voulais dire qu'on doit quand même essayer de le comprendre parce que là, c'est une simulation. Mais dans la vraie vie aussi, beaucoup de gens, bien qu'ils ont eu de la formation, tout ça, les gens ont toujours tendance, même nous ici, on peut toujours être dupés. Vous ne pas parce que nous, à ce que je sache, vous êtes des professionnels de la cybersécurité, vous êtes là pour défendre l'entreprise, tout ça. Mais ceux qui sont là, pas pour défendre, mais pour vandaliser, faire tout ce qu'ils peuvent faire, et peuvent nous dire parce qu'ils sont là en train de... Ils passent beaucoup de temps en train de mijoter, voir qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire pour que vous, professionnels de la cybersécurité, arrivez à cliquer ce que moi je fais. Alors, dans la veuve, dernièrement, on était au Bralima. L'un de mes amis avait fait quelque chose de la sorte, ça a passé. Vous voyez, donc cela veut dire qu'il a fait ça pas à celui qui est professionnel de la cybersécurité, mais ça a passé quand même. Et puis, on a fait tout ce qu'on pouvait faire et après, on a fait notre rapport. Donc, c'est pour dire que ça arrive toujours. Non, nous, on le laisse quand même faire parce que des questions, moi, personnellement, je vois comme si... Ça le retarde. Ça le retarde. Non, les questions ne le retardent pas. Ça permet de comprendre parce que nous sommes là pour, on va dire, simuler un environnement réel. Moi, je vais plutôt dire peut-être la meilleure réponse que Dan attendait, c'était que l'exécutable reste dans un coin, on n'ouvre pas l'exécutable. Voilà, on n'ouvre pas l'exécutable, on ouvre un fichier. Oui, on n'a pas cliqué sur l'exécutable. Voilà, donc c'est. Ou encore, un autre use case qui aurait marché, c'est lequel? Je donne un exemple d'un environnement réel. Dans la boîte dans laquelle je travaille, par exemple, nous avons des third parties qui nous supportent par rapport à certains matériels. Ils ont l'expertise par rapport à ça. Ça peut arriver, par exemple, qu'on puisse reset un équipement. On a peut-être besoin de pouvoir le réinstaller, le reconfigurer. On a besoin de la documentation. Il y a peut-être des équipes qui ne sont pas informées ou formées par rapport à l'utilisation de cet outil. Et quand on voit la doc, c'est toujours peut-être avec un petit logiciel. Il y a même des documentations actuellement sous forme exe. Ça, c'est un use case qui passerait. Mais un test technique avec un exe, je crois que peut-être le use case n'était pas bon en fait. Bon, on a fait le point. Mais tu as donné plus d'intelligence à la cyberintelligence. Il y a, ok, on va prendre deux questions avant de me laisser continuer. C'est quoi votre terme? Oui, M. Cédric. Oui, permettez-nous 2 questions avant de vous prendre. D'accord. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi c'est Orphée. Alors c'est pas vraiment une question mais beaucoup plus une contribution par rapport à la discussion. On va dire sur le use case qui a été choisi. Déjà je pense que la cible c'est un développeur et l'approche peut-être parce que là je veux conforter la position de celui qui expose comme quoi c'est un use case qui pourrait marcher parce que un développeur par son approche naturelle n'est pas orienté on va dire gestion de risque. Ne regarde pas le risque partout. Il est plus orienté résultat de ce qu'il veut développer, de ce qu'il veut faire, ou dans quel cas il se trouve. Alors, ça passerait peut-être moins avec, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est dans la cybersécurité vraiment, quelqu'un qui a cette approche-là de gestion de risque, plutôt, on va dire, quelqu'un qui, comme le développeur, lui, il est orienté résultat. Lui, il veut faire quelque chose rapidement, il ne va pas regarder ce qui bloque. En plus, il n'écrit pas sur l'exécutable. Il a reçu plusieurs fichiers. Peut-être l'exécutable va lui mettre la puce à l'oreille. Mais il faut juste regarder, comment on appelle le fichier, je crois, procédure. Instruction, s'il faut regarder juste les instructions, peut-être, oui, l'exécutable peut tiquer un peu. Mais il ne clique pas d'abord. Il va d'abord lire les instructions et ça serait trop tard. Même si après, il aura les réflexes de demander à quelqu'un qui est dans le risque ou dans la cybersécurité pour dire, mais est-ce que tu penses que ça pourrait... Ça serait déjà trop tard. Je voulais juste voir les instructions. Je voulais faire autre chose. Oui. Ok, on prend la deuxième question. Monsieur Michael a déjà la question. Elle peut passer après? Elle peut passer après. Ok, Monsieur Cédric, en ligne, votre question? Contribution, suggestion? Merci. Moi, je veux rentrer en analyse qui a parlé
précédemment. En fait, je vois si je vois bien, je suis arrivé en retard, hein, excusez-moi. Mais si je vois bien, je vois que le fichier a été envoyé par mail et tout là, et puis la routine doit cliquer sur un PDR et tout. Mais actuellement, en fait, la plupart des systèmes en ligne de chiffrage c'est un peu plus sophistiqué, en fait. Donc, je prends l'exemple de 365. En ligne, il y a le Windows Defender qui est en ligne comme Intelligence. Et on peut facilement déléguer ce genre de fichiers, en fait, de la formule, ce genre d'instructions, un bon fichier. Alors, honnêtement, à ce moment, je ne sais pas si dans un environnement vraiment réel, ce type d'attaque peut réellement passer. Parce que déjà, au niveau des attaques humaines, dans un environnement plus avancé, il y a certaines instructions, certains fichiers, certaines extensions qui seront vraiment analysées. Ok. Je pense que le micro est un peu coupé vers la fin, mais je pense qu'on a pris le point sur la faisabilité de cette attaque. Pourquoi est-ce qu'un fichier par mail serait passé sans que toute la gamme de sécurité au niveau utilisateur ne puisse pas détecter, déjà arriver jusqu'à offrir un ISO. Comme vous avez dit, M. Cédric, vous êtes un peu en retard, mais je vais permettre à M. Simon de vous reprendre brièvement sur, en fait, que vous comprenez, ce n'est pas juste un fichier qui a été envoyé, il y a une intelligence derrière, et donc il va prendre la parole et vous expliquer. Si vous pouvez ouvrir le micro, comme ça ici vous... Non, le micro sur votre de la bonnière. Je pense qu'il y aura un moment où il faudra peut-être montrer cette infrastructure Red Team, parce que des fois on a vu les résultats. On montre pas? Non. On cache. Ok. Mais c'est vrai que je pense que c'est bon. En fait, il y a toute une technologie, vous allez voir dans les records, qui a été mise en avant. Comme on a déjà pris 1h20, on a pris ce temps-là pour expliquer l'infrastructure le berceau, en fait, de l'attaque. Il y a une autre question sur ici, avant qu'on puisse, on peut laisser continuer avant. Déjà, si vous pouvez constater, au niveau ici, c'est marqué OneDrive. Donc, j'ai injecté ma charge magnétique dans ces processus concis et signés par Microsoft. Donc, pour cacher ma charge utile. Déjà, OneDrive, c'est un processus qui fait souvent des appels HTTP. Ok. Alors. C'est malin. C'est malin. Donc, l'antivirus ne va pas scanner la mémoire de OneDrive. Parce que c'est un processus signé et conçu par Microsoft. Donc, avec ça, j'ai la persistance, donc j'ai les contrôles sur la machine de la victime. Donc, donc j'ai... Est-ce que c'est possible de voir le processus dans la liste des processus Windows et de voir si il... Attends, je vais vous montrer ça. Et j'ai aussi envie de revoir encore le Endpoint Security pour voir s'il est vraiment activé. Et peut-être même faire un scan, de voir s'il sera scanné. Ici, ouais. Toutes les protections sont activées. Même si on fait un scan manuel, ça ne passera pas? Alors, si on fait... Enfin, le processus est à l'intérieur de la mémoire. Elle est cachée, ma charge est cachée dans la mémoire. Donc déjà, faire un scan de la mémoire, c'est un processus coûteux en ressources. Quelle mémoire? La mémoire RAM. Et quand vous lancez, il y a une zone dédiée. Oui, donc j'ai... Un adressage. C'est ça. Donc j'ai alloué la mémoire à l'intérieur de OneDrive, j'ai écrit ma charge utile, je l'ai décryptée à l'intérieur et je l'ai exécutée. Par exemple ici, j'ai choisi OneDrive parce que c'est un processus qui fait souvent des communications HTTP. Si vous n'utilisez pas le Notepad, vous allez être bloqué parce que Notepad n'a pas cette habitude-là de faire des requêtes HTTP. Ma machine est trop lente. Donc ici, toutes les protections sont activées. Donc sans problème. Alors, si je peux vérifier la mémoire de OneDrive, vous allez voir ma charge utile à l'intérieur. OneDrive. OneDrive est là.
Selon la mesure de voir, bien sûr, je vois que les experts, en fait, Je sais pas moi. donc ça veut dire que vous trouvez ça raisonnable, c'est réaliste. En fait, on laisse d'abord continuer et puis on va poser des questions. Si je à quel moment on a pu poser des questions que les Broadway. Ok. Bon, il y avait quand même un point, un doigt soulevé de Michael. Ok. Bon, mon doigt c'était sur 2 points. Le premier, je crois que tout le monde en a parlé. Je vais essayer de le brosser rapidement. Peut-être malheureusement pour certains, je pourrais être un peu de l'avis de Simon. Dans quel sens? Je crois ici, l'objectif de Simon n'était pas trop de se concentrer sur le delivery. C'est vrai, il l'a fait par mail, ça peut être par un flash, ça peut être, il y a 20 millions de façons par lesquelles le payload pourrait être délivré. Certes, il a voulu passer par un développeur et tout, et j'en profite d'ailleurs dans un cadre beaucoup plus éducationnel, vous l'avez dit. Le awareness peut par moment aider, la sensibilisation peut par moment aider à bloquer ça, dans ce sens que quelqu'un peut juste voir ça me semble un peu louche et ça il reporte ça et ainsi de suite. Donc c'est vrai que le scénario c'est un développeur, mais ça peut être une secrétaire, ça peut être genre n'importe qui. Donc tous ici on est en même temps victimes et protecteurs de nos propres environnements selon les actions qu'on peut poser. Là où je voulais arriver, cette fois je vais vers Simon. Simon, s'il vous plaît. Il y a un problème? Oui. Lequel? Non, vous pouvez continuer. Ah, ok. Ce que je voulais dire ou comprendre, on a bien vu que l'antivirus était IDR et tout, c'est encore activé. Et je crois que vous avez répondu à la question en disant que c'est au niveau de la mémoire que c'est fait. Oui, c'est au niveau de la mémoire. D'accord. Le processus qui vous a permis d'appeler la mémoire que vous avez allouée, ok? Genre, je veux juste savoir, est-ce que vous avez fait un truc genre virtual alloc exec, genre où vous allouez ces virtual memory à votre OneDrive? Pourquoi je dis ça? J'anticipe déjà ma réponse, c'est que certes, on a la prévention, on a la détection. Ça peut être beaucoup plus difficile quand on va continuer de peut-être prévenir ceci, dans ce sens que vous l'avez dit, un beacon default, par défaut, sera facilement détecté parce que le hash, la signature et tout. Donc, je suppose que vous avez pris du temps pour voir chaque détection d'antivirus ou d'IDR et voir comment customiser ou modifier votre payload. Ma question est beaucoup plus sur l'appel de la mémoire là. Pourquoi je dis ça? Je vais rapidement dans la détection en partant de l'idée que la prévention est déjà out. Si on détecte cet élément, il y a encore lieu de, bon, pas revenir, mais d'arrêter cette persistance. Ok. Merci. Alors, la technique utilisée, c'est l'injection des processus. Bien qu'elle sophistiquée, parce que la plupart des solutions de sécurité ont déjà compris ce genre de schéma. Ils ont ce qu'on appelle la détection statique, l'analyse statique, l'analyse dynamique et l'analyse comportementale. Donc l'analyse comportementale, par exemple, lorsqu'un processus alloue la mémoire, écrit la charge utile, crée un thread pour exécuter la charge utile, c'est un comportement malveillant. L'aider va le détecter et le bloquer. Là, c'est le classique de l'injection des processus. Maintenant, il faut réfléchir à d'autres moyens. Parce que les solutions de sécurité telles que l'aider et l'antivirus ont des couches de protection. Ils ont la protection au niveau des user land et au niveau du kernel land. Ici, j'ai réussi à contourner la protection au niveau du user land. Maintenant, au niveau du kernel land, les protections sont toujours présentes. Donc, je peux me faire surprendre à n'importe quel moment. Ici, je vais vous montrer. Il y a un rootkit. Il y a un rootkit que j'avais créé. Virunga. Donc, ce rootkit est capable de désactiver et de tuer les dérentes.
au niveau du kernel. Comme vous pouvez le voir ici, on a Sophos, c'est parmi les meilleurs du marché. Mais j'ai réussi à exécuter Mimi 4 devant Sophos. Virunga a réussi à aveugler Sophos au niveau du noyau, à désactiver ses protections pour que j'arrive à exécuter Mimi 4. Même constat ici. Là, ici on a Bitdefender. Ici, on a Bitdefender. Il nous dit que vous êtes protégé. Mais j'ai réussi à exécuter les 4 sans qu'il puisse les bloquer. Donc avec le rootkit que j'ai créé, donc j'ai réussi à désactiver les protections au niveau du noyau de Windows. Donc là, vous avez dit que vous avez endormi le IDA. Ok. D'abord, je veux confirmer, c'est quel type de système d'exploitation? C'est Windows ou bien c'est Linux? Ou vous avez RAN Virunga ou bien pour le deuxième exemple? Alors, Virunga cible uniquement le système Windows. Il cible uniquement le système Windows. Ok. Déjà, comme je l'avais dit, il y a user plane, donc la partie user line pour exécuter et kernel. Et nous savons que pour qu'un programme, par exemple, pour établir le lien de connexion, il faut avoir un accès privilégié au kernel parce que c'est un appel système. On est tous d'accord. En fait, avec Virunga, je ne fais pas d'appel système, non. Okay. Avec Virunga, les choses se passent au niveau du kernel. C'est-à-dire que j'exploite quelque chose au niveau du noyau Windows qui a des vulnérabilités. Parce que dans le userland, chaque processus a ce qu'on appelle son espace d'adressage virtuel à lui seul. Tout à fait. Et au niveau du kernel, tout se partage. C'est pourquoi moindre erreur, blue screen. Donc j'ai réussi à exploiter un driver signé parce que même si vous arrivez à créer votre driver, vous ne pouvez pas l'injecter dans un ordinateur Windows. Il faut avoir la signature de Microsoft. Donc j'ai exploité un driver vulnérable par écriture et lecture du noyau. J'ai désactivé les protections de l'EDR et j'ai exécuté Mimi 4. Ok. Maintenant, la deuxième question va venir sur ton explication et aussi pour désactiver ou pour endormir, effectivement. D'abord, la première question, c'est par rapport à la signature. Quand on parle de la signature, on va voir le certificate. On est tous d'accord. Alors, comment êtes-vous parvenu? Parce que pour avoir le certificat, il y a 3 éléments en jeu. On est tous d'accord? En fait, ici, moi, je n'ai pas besoin d'avoir un certificat. Non, pour la signature. Il y a déjà un driver qui est signé, il y a une signature. Moi, je veux comprendre où est-ce que vous avez eu le driver. Ok. C'est déjà fait ou vous avez écrit? C'est déjà fait. Non, c'est par quelqu'un d'autre ou c'est vous qui avez? Non, en fait, par une entreprise reconnue par Microsoft. Ok. Donc, le driver a des vulnérabilités que j'ai exploitées. Voilà. Et en exploitant les vulnérabilités qui se trouvent au niveau du driver, j'ai réussi à compromettre les noyaux Windows et désactiver les protections. D'accord. Et quand vous parlez de désactiver la protection, c'est de tuer le programme en exécution. Non, pas c'est d'éteindre ou carrément le retirer de la mémoire RAM. Une très bonne question. Alors, face à l'EDR, si vous tuez l'EDR, automatiquement il y aura des alertes au niveau du SOC. Oui. Le composant, il n'y a plus de communication avec le composant qui se trouve au niveau du kernel. Ce que je fais, c'est de l'aveugler. C'est-à-dire que tout ce qui va, enfin, toutes les activités qui vont se dérouler au niveau du noyau, lui, il ne va rien voir. Il ne va rien voir. Que ce soit la création des processus, la création de trade, la modification du registre, hormone et l'autre.
il faut être dans une zone où il n'a pas de visibilité. Et je vais savoir c'est quelle zone. Parce que on essaie un peu de faire parce que il y a des OS pour des raisons de pédagogie viennent déjà vulnérables. On est tous d'accord. Oui, mais ici nous sommes dans un scénario réel. Et c'est pourquoi c'est d'autres raisons d'être. C'est un peu de contextualiser et de te contraindre afin de pouvoir nous partager ce que tu as pu faire pour toujours des raisons pédagogiques. Ok, je comprends. Oui. L'attaque que Jérôme exploite est ce qu'on appelle Bring Your Own Driver Vulnerable. C'est-à-dire, amène ton driver vulnérable, signé. Je prends mon driver, je le charge dans la machine de la victime et je commence à l'exploiter. Okay. Maintenant, c'est une technique que si l'équipe bleue n'est pas formée à comprendre ce genre d'attaque, ça sera difficile de les détecter. Okay. Oui. Déjà arrivé à injecter un driver, il faut avoir des privilèges d'admin, créer un service. Avec une équipe SOC avertie, ils seront avertis. Mais si vous n'avez jamais été en face de ce genre d'attaque, ça sera difficile de les détecter. D'accord. Et c'est parmi la méthode plutôt utilisée par les acteurs de ransomware. Parce que face à l'EDR, il y a trois possibilités. Soit l'ignorer. Pour l'ignorer, faut pas faire des choses malveillantes au niveau de la machine. Soit aller en confrontation avec lui, tenter de les contourner au niveau de userland, là c'est risqué. Et la troisième option, c'est de les désactiver carrément. Ok. Pardon, je ne vous interromps pas. C'est un bel échange, on en profite tous. C'est surtout brancher la machine parce qu'elle va s'éteindre. Donc je n'ai pas amené... Type C. Non, attends. Ah là là. Qui a un chargeur Lenovo? Tu n'as pas un port type C? Non. Et il n'y a pas aucun port type C parce que... Il y a plusieurs ports type C. Oui, si un port type C, ça peut charger. Non, il n'y a pas un port type C. Il n'y a pas un port type C. J'ai pas envie de charger. Non, je ne voulais pas m'encomber la charrière. Personne n'a un chargeur Lenovo. Un chargeur Lenovo. Le Lenovo carré là. Oui. On pourra poursuivre après. L'essentiel, c'est qu'il montre la simulation. Non, mais déjà, tu es satisfait à beaucoup de pourcentage. Bon, moi, c'est par rapport à l'OS cible. C'est ce que je veux comprendre. Non, l'OS cible, c'est Windows carrément. Non. Si il est... Pardon, sans vous couper. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit encore voir à l'écran? Non. Parce qu'on a déjà pris le contrôle de la machine. On a un accès initial. Donc, si la machine peut s'éteindre, on va continuer. Oui. Ok. Il y a quelqu'un qui voulait voir quelque chose à l'écran avant que la machine s'éteigne? Oui. Une question qui a... Probablement. Oui. Ok, on va prendre Dan parce que je reviens. Ok. Le micro. Ouais, bien avant que la machine s'éteigne, je voulais voir comment est-ce qu'il a les évidences que la machine a été prise, le contrôle qu'il a eu sur la machine cible. On va voir le terminal. Donc, je peux, par exemple, ici. Ifconfig, peut-être? Ou bien nous montrer l'interface que l'on peut voir. Par exemple, si je viens au niveau Interact, donc il y a une interface qui apparaît ici. Si je me pèse pour lister les processus, les différents processus, ça va prendre un peu du temps. Et quel est le niveau des privilèges que tu as en système? User, pour l'instant. Est-ce que tu seras en mesure de Oui, mais là, ça viendra après. Déjà, OneDrive, c'est un processus et même si la machine redémarre, Windows l'exécute automatiquement. Donc, ma charge va s'exécuter automatiquement sans problème. C'est déjà un niveau de persistance élevé. On comprend que la persistance, au fait, de l'attaque réside dans la nature même du processus qui est détourné. Monsieur Simon, j'ai une question. Vous avez dit, vous
vous avez utilisé des failles qui vous avez trouvées dans les noyaux du système, au cas où vous menez à des mises à jour du système. Non. Donc, j'ai exploité des failles qui se trouvent dans le driver, le pilote, le fichier .system. En exploitant ces failles, comme le driver tourne au niveau du kernel, donc je peux modifier des composants sensibles de Windows. Et ça va me permettre d'effacer, le processus de l'EDR parmi la liste des processus qui recevront des notifications lorsqu'un processus est créé, un thread est créé au niveau de Windows. Parce que, à l'époque, avant la version 64 bits de Windows XP, donc c'était possible, même au niveau de userland, d'atteindre le kernel, de faire des manipulations. À la sortie de Vista, Microsoft a dit pas question. Pas question d'atteindre le kernel pour ça. Non, pas question. Ils ont mis en place des protections. Maintenant, avec VMware, dans Windows 11, VMware ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que Windows 11 amène un mécanisme de liste noire des drivers vulnérables. Il y a un site qui recense tous les drivers vulnérables trouvés dans la nature. Et Windows 11 utilise cette liste-là. Maintenant, lorsque vous tentez de charger un driver qui est sur cette liste, il va vous bloquer. Windows 10? Windows 11. Et Windows 10? Non, Windows 11, ça va passer, sans problème. Non, Windows 10, ça va passer sans problème. Windows 10, ça va passer, mais Windows 11, non, ça ne va pas passer. Maintenant, le challenge, c'est de trouver un driver qui n'est pas sur la liste noire. L'exploiter. Pour celui qui a posé la question de si oui ou non on a accès, est-ce que vous savez voir que... Là, c'est la liste de tous les processus au niveau de la machine. Sur la machine cible. C'est la machine cible. C'est bon? On est rassuré, on a vu que l'accès est... Et là, on ne peut rien faire. Il est grave. Comment ça? Niveau. En état utilisateur. Lorsque quelqu'un arrive déjà à exécuter des commandes sur votre machine, ce n'est plus votre ordinateur. Non, ça dépend. Parce que pour faire le privilege escalation, c'est être super utilisateur. Non. Je m'explique. Au niveau de Windows, on a 3 privilèges. Le user, admin et entity system authority. Donc, système tout court. Lorsque l'attaquant prend le contrôle de la machine, il va agir en tant que user simple. Maintenant, il va chercher des mauvaises configurations au niveau de la machine pour élever ses privilèges, devenir admin. Alors, après avoir obtenu le privilège admin, il va maintenant tenter de dumper la mémoire d'un processus qu'on appelle LSAS, sur le processus le plus protégé de Windows. À l'intérieur de ce processus, il y a tous les secrets de l'ordinateur, le mot de passe, le hash. Maintenant, si vous êtes un administrateur et que vous intervenez sur un poste de travail d'un utilisateur lambda, donc vous êtes obligé de mettre vos identifiants en tant qu'admin pour installer des applications, donc administrer la machine. Lorsque vous mettez vos identifiants seront stockés à l'intérieur, seront stockés dans le processus LSAS. Maintenant, si l'attaquant arrive, par exemple, avec Mimikatz, on le fait souvent avec Mimikatz, on arrive à dumper la mémoire du LSAS, on récupère ses secrets. Grâce à ces informations, l'attaquant peut faire un mouvement latéral. J'ai plutôt une idée opposée à celle-là. Actuellement, Windows, pour stocker le mot de passe, à charge. Et il y a pour hacher un mot de passe, on met le salt. Le salt, il joue un peu le rôle comme initialization vector pour les encryptions. Mais maintenant, pour le salt, c'est un paramètre qu'on ajoute à chaque fois pour pouvoir stocker un mot de passe, pour que quand on viendra, on peut même récupérer le hash et venir essayer, ça ne puisse pas passer. On est tous d'accord? Alors, il y a une attaque qu'on appelle passe de hash. Il suffit que je possède le hash de votre mot de passe. Non, pas nécessairement. Actuellement, pas nécessairement. Alors, c'est pourquoi je plutôt pour élever le privilège. C'est tout à fait faisable. Et avec ce que nous avons fait, ce que tu as fait, si déjà tu parviens à passer toutes les mesures de sécurité, c'est OK. Mais maintenant, la question, c'est de savoir
quand tu as targeté la machine de l'entreprise, de quel moyen tu as su que, parce que quand tu as fait le payload, quand tu as généré avec le Cobalt Strike, ça peut être un autre tool. Il faudra savoir déjà la cible. Mais maintenant, je suis curieux de savoir, est-ce que quand on génère cela, il est standard et il passe partout? Ou bien c'est dédié? Parce que par exemple, pour macOS, déjà macOS, c'est un OS qui est micro-noyau. Windows, il est hybride. Il est mono et micro. L'Unix, c'est monolithique. Et comme tu as dit, quand Windows est venu vers Vista, là, déjà, on a carrément fait la séparation des zones d'exécution. Que ça, c'est un processus utilisateur. Ça ne pourra jamais toucher la mémoire RAM qui est dédiée au noyau de l'OS, qui est comme le noyau. Il y a plusieurs fonctions, on est tous d'accord. Mais maintenant, par rapport à ce que tu as généré, il est standard ou bien il est seulement dédié à ta machine cible? Donc, il est standard, donc il va s'exécuter sur n'importe quelle machine Windows, sur n'importe quel système d'exploitation Windows. Donc, c'est un exécutable avec un exe64 bits. Donc, son exécution sur une cible Windows ne posera aucun problème. Je suis plutôt curieux. Mais là, je comprends. Non, je suis plutôt curieux de savoir parce que il y a des développeurs actuellement, il y a ce qu'on a. Des développeurs bas niveau. C++, Rust. Rust, non. Moi, j'ai plutôt la question. Il y a personne dans la salle qui a le niveau de enlever les immunités. Je fais le bas niveau, mais c'était dans l'assembleur. Il n'a pas parlé d'assembleur. Et c'était plutôt le ARM. Et j'ai touché un peu le NASM. Alors, maintenant, moi, j'ai la question. Je veux, quand tu dis que ça passe partout par Windows, il y a ce qu'on appelle le File Integrity Monitoring. Normalement, tu es hacker, tu es censé savoir. Je suis pas hacker. Tu es chercheur. Je n'aime pas cette casquette-là. Non, il est chercheur. Je suis chercheur en chercheur. Ok, d'accord. Mais maintenant, et le File Integrity Monitoring, il check l'intégrité des configurations et même le hash. En fait, ce que vous êtes en train de poser là, ce sont des problèmes que Microsoft a déjà résolus. Donc, lorsque vous lancez votre exécuteur sur VS Code ou Visual Studio, automatiquement, ça s'exécutera sur toutes les machines Windows, sans problème. Est-ce que vous avez compris ma question? Et que ce n'est pas plutôt... Votre problème, c'est au niveau de l'incompatibilité. Non. Mon problème, c'est par rapport à la standardisation de ce tool qui est la clé. Mais je vous ai dit non. Donc, mon exécutable, en fait, mon malware va s'exécuter sur n'importe quelle machine Windows. Sans problème. Windows 10, Windows 11, Vista, XP, donc système 64 bits, ça va s'exécuter. C'est quoi la magie derrière? C'est un cadre scientifique, parce que je vais checker. Évidemment, tu as. Mais c'est simple, non? Comment? Il suffit d'exécuter, ou de lancer l'exécutant, en fait, l'exécution et de compiler votre programme en tant que release. Tu peux nous par rapport à l'étape de l'exécution d'un programme. Ça sort du contexte. Non. Parce que pour que ça marche, c'est toujours un programme qui doit s'exécuter sur un OS. On est tous d'accord. Parce que ce n'est pas je peux prendre cet exécutable et le lancer sur n'importe quelle machine ici. Vous allez voir que ça va marcher. Sans problème. D'accord. Mais maintenant, quand tu as développé, tu connais l'approche, parce que tu as parlé de Rust ou C++, c'est que tu connais au moins le momentum d'exécution et tout ça. Oui, mais maintenant, à quel niveau cette magie opère? Parce que l'exécutable, si la réponse est simple, si elle n'est pas simple, on va passer, parce qu'il y a vraiment un niveau à partir duquel
quand il dit déjà magie, on a Parce qu'il y a un niveau, on va dire, parce que déjà, il a posé la question, s'il y avait quelqu'un qui avait les connaissances en assembleur, en développement bas niveau, je pense que c'était justement pour parler ce langage-là. Il peut parler. Non. Ça quitte un peu le contexte, un peu comme il a dit. Je vais prendre peut-être le point de... Non, sinon, merci pour la présentation. Vraiment, en fait, j'aurais aimé vraiment couvrir un peu tous les points, toutes les couches de Cyber Kill Chain. Mais en fait, j'aurais vraiment apprécié, mais quand même, j'ai juste une question, en fait, de connaissance. Quelles sont les limitations, en fait, par exemple, ça aurait été plus intéressant si tu pouvais utiliser Mimikatz pour dump Elsas. Moi, en fait, j'aurais vraiment attendu cette partie-là. Mais j'aimerais savoir, en fait, c'est quoi les limitations, en fait, pour arriver à ces niveaux-là? Déjà, utiliser Mimikatz, il faut être admin. Parce que Mimikatz lui charge un driver dans la mémoire de Windows. Moi, lorsque je prends le contrôle de la machine, l'accès initial, donc j'agis en tant qu'user simple. Il a fallu que je lève mes privilèges pour installer Mimikatz. Maintenant, il y a un outil développé par Microsoft, Process Dump. Donc, c'est un outil qui aide aussi à dumper la mémoire. Vous pouvez l'utiliser pour récupérer les informations au niveau de LSAS, mais à condition que l'header ne soit pas présente sur le poste de travail. Donc, j'avais testé sur Kaspersky, mais j'avais réussi à contenir Kaspersky grâce à un simple gamer. Et j'ai fait un post, je les ai tagués, ils ont corrigé les problèmes. Malheureusement, ma machine est éteinte. Donc, exécuter Mimikatz, il faut être un administrateur. Au cas contraire. Mais si possible, le prochain, peut-être, si on aura encore un autre podcast, est-ce qu'on pourrait aborder ces sujets? Oui, on peut exécuter Mimikatz. Soit je peux développer mon propre tool pour dumper la mémoire. Ok. Parce qu'avec Mimikatz, c'est trop bruyant déjà. Ça laisse des traces au niveau de la mémoire. Si l'équipe SOC est efficace, il peut quand même retracer le trace de Mimikatz dans la mémoire pour détecter qu'ici il y a eu compromission. Donc il faut inspecter ou isoler le poste de travail pour que le travail de forensique ou d'investigation se fasse au niveau de la machine. Et aussi à titre juste éducationnel, on a parlé de passe des haches. C'est possible, le fait que vous puissiez aussi le démontrer. Donc, disons que vous pouvez compromettre Kerberos. Mais la machine. Non, pas maintenant. Pas maintenant. La machine est down. On va donner la parole à quelqu'un. Merci pour la parole. En fait, j'ai une question, puisque je sens qu'on tend vers la fin. Oui. Alors, je voudrais poser, et je voudrais savoir, en fait, sous quelles conditions cette attaque ne marche pas d'un point de vue technique. On enlève le côté ingénierie sociale. Voilà, la vigilance de l'utilisateur, tout ça, on enlève tout ça, on dit, voilà, ok. Sous quelles conditions techniques précisément cette attaque, parce que vous l'avez conçu vous-même, le scénario, vous l'avez choisi de bout en bout. Sous quelles conditions vous savez, vous, déjà à la base, que même si, on va dire, il cliquait sur le fichier PDF, ça ne va pas faire ce que ça produit? En fait, déjà, les solutions de sécurité, les DRA, sont tellement imprévisibles. Oui. Donc, elles peuvent vous attraper à n'importe quel moment. Mm-hmm. Donc, la réussite n'est pas déjà au rendez-vous, en fait. C'est un processus qui prend du temps. Il faut tester les différentes solutions de sécurité pour arriver à ces résultats finaux. Donc, c'est pas facile. La plupart des gens parlent que le cyberattaque se développe à une vitesse exponentielle, mais ils oublient que le mesure de sécurité aussi devient de plus en plus robuste. Donc, compromettre une cible, une grande entreprise comme ça, c'est pas facile. Et donc, selon votre analyse, vous avez quel pourcentage de réussite avec ça? Puisque vous avez aussi conscience de tout ce qui peut exister comme, solution de sécurité. 75% du taux de réussite. Au niveau de l'ingénierie sociale. Au niveau de l'ingénierie sociale. Voilà. Ok. Merci. 65% le taux de réussite. On a encore deux questions à prendre avant qu'on puisse donner la parole aux intervenants qui vont conclure avec les recommandations, même si les recommandations vont être encore discutées par
par l'expert. 2 questions. La première, donc vous avez déjà... Ok. Je peux récupérer celle-ci. Ok. Merci. C'est une question genre qui va annoncer ma conclusion pour Simon. Encore une fois, well done. Le point, c'était beaucoup plus sur le driver dont vous avez parlé. C'est un driver de Windows ou c'est un third party mais signé, reconnu Windows? Non, c'est un driver Windows. Windows lui-même. Donc c'est un... Non, en fait... Ok, je vais dire ça... C'est un driver conçu pour s'exécuter sur une machine Windows. Donc c'est un driver d'une entreprise de jeux vidéo. Good, c'est le point que je voulais comprendre. C'est un driver d'une entreprise qui fabrique ce qu'on appelle des anti-cheats. Ok, donc c'est un tiers. Ouais. Ok. D'accord. Donc les anti-cheats sont des mécanismes de sécurité qui empêchent les joueurs de tricher. Ils ont mis en place des protections au niveau du noyau, ils utilisent un driver. Mais le driver en question était vulnérable. Après analyse, on a dit oui, c'était vulnérable, on peut écrire ou lire de la mémoire du noyau. Ok. Surtout à partir d'un utilisateur qui n'avait pas trop de privilèges. En tant qu'utilisateur lambda peut lire et écrire dans le noyau. Et j'ai pu exploiter cela. Ok, la raison de ma question, indirectement, c'était pourquoi j'ai demandé si c'était un tierce. Je crois ça rejoint un peu le souci qu'on a eu avec, c'était encore qui ça, CrowdStrike. Et où est-ce que je vais arriver? Si il arrivait, donc vous devez vivre au rythme de ce tierce-là, supposons à chaque fois, s'il lui arrivait de mettre à jour, ces drivers, vous devez aussi suivre. Alors, déjà, si l'éditeur en question tente de mettre à jour son driver, ça va casser la signature. Ok. Ça va casser la signature. Donc, il sera obligé d'avoir... En fait, ça va casser la signature. Déjà, ici, pour obtenir... En fait, c'est Microsoft qui signe chaque driver. Exact. Donc, on va devoir repartir vers Microsoft, il signe votre driver. La question est répondue. Une dernière question peut-être de l'audience, pour quelqu'un qui n'a pas encore parlé. J'ai monsieur Jonathan qui a demandé la parole, mais si quelqu'un n'a pas encore parlé, qu'il parle maintenant ou se taise. Je fais la main. Non, monsieur Jonathan a parlé. Monsieur Philippe, c'est bon, on était en démo. Développeur, non. Mais développeur, ouais. Ok. Monsieur, on n'a pas encore... Bon... Le niveau est trop concentré. Oui, cela, c'est pour apprendre. Ouais. Mais vous avez appris quelque chose? Ouais. Beaucoup. Monsieur... Pas de questions? Ok, on va revenir à monsieur Jonathan, alors. Juste... Non, c'est juste... Bon, ça me donne un peu de voir que quand on lit Focobus, ce sont des grosses boîtes qui tombent, hein, alors qu'ils connaissent tout ça. Ça m'étonne un peu. Bon, vous allez vous continuer à vous à la maison. Une question? Où ça? Ok. Dan avait une dernière question avant de prendre les recommandations de 2-3 minutes. Oui. Vous êtes là pour préparer une recommandation. On va diffuser pour ne pas faire peur. Justement, je crois que ma question va introduire... ma question va plutôt introduire les recommandations. Hein. Alors, du point de vue infrastructure, quelles sont selon vous les causes qui auraient rendu cette attaque possible? Non, pas seulement du point de vue infrastructure. Hein. Quels sont les éléments qui ont rendu cette attaque, les causes qui auraient pu rendre cette attaque possible du point de vue de l'entreprise qui a été attaquée? Quelles sont les causes qui facilitent cette attaque? Manque de sensibilisation. Sensibilisation. Déjà, c'est la recommandation. Au niveau des entreprises, l'équipe Play travaille souvent sur des attaques connues, simples. Or, les attaques du type APT sont des attaques qui sont conçues pour rester invisibles, déroger à la norme, en fait. Et lorsque, au niveau de l'entreprise, vous avez ces genres d'exercices,
entre Red Team et Blue Team, ça va permettre à la Blue Team de faire quoi? De monter en compétence. Parce que l'ADR ne peut pas bloquer certaines attaques. Maintenant, au niveau de l'équipe bleue, vous pouvez mettre en place des règles Yara, Suricat, qui vont bloquer ce genre d'attaque. À condition que le membre de l'équipe bleue soit averti. Dans nos échanges avant, vous avez également soulevé la question d'avoir des red teams dans les entreprises et non seulement avoir des équipes cybersécurité classiques. Des gens qui pensent vraiment comme les attaquants. Des gens qui se mettent vraiment à la place des véritables adversaires. Parce que si vous êtes en face de vous, que Lazarus, ça va être difficile d'échapper. Mais on est quand même tous d'accord que cette attaque pouvait passer aussi par... On est quand même d'accord aussi que cette attaque pouvait passer aussi par des utilisateurs normaux. On pouvait aussi lancer une APT par un utilisateur normal. Ils sont même beaucoup plus nombreux. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à ce niveau-là aussi? Quoi? La sensibilisation, l'entraînement, donc... Pardon, vous avez parlé de Yara Roads. On est tous d'accord, non? On nous a parlé de ça. Oui. Alors, moi, je veux comprendre par rapport au enforcement ou parce que Yara, généralement, le règle Yara, c'est pour le threat hunting et aussi le malware analysis. Donc, l'analyse de malware quand on a déjà un programme suspicieux, on met ça peut être exécuté dans un sandbox pour comprendre et tout ça. Mais maintenant, face à ces scénarios, je veux que tu puisses faire le link-up entre les règles Yara et pour nous protéger contre ce genre d'attaque. Ok. Par exemple, on prend un exemple de Cobalt Strike. Chaque solution de sécurité a ses propres règles de détection. C'est comment détecter Cobalt Strike, Mimikat, Metasploit, Sulverse, Invoke. Maintenant, au niveau des règles Yara, l'équipe bleue va rédiger des règles plus fines, plus pointues, qui vont permettre de scanner la mémoire à la recherche. Parce que je prends mon beacon Cobalt Strike, je l'écrypte pour casser la signature, pour qu'il ne soit pas détecté. Mais mon beacon sera décrypté dans la mémoire. Maintenant, il faut mettre en place les règles Yara qui vont permettre de commencer à scanner la mémoire à la recherche de ce genre de signature. C'est possible. L'antivirus, l'ADR peut être contourné, mais les règles Yara, les règles Suricat font le boulot. Quel tool va scanner? Qu'est-ce qui va scanner la mémoire? Il va scanner la mémoire à la recherche de la signature de Cobalt Strike, de Metasploit. Les Yara Roads, ce sont des règles. Oui, ce sont les règles. Et quel tool on peut... Bon, là, souvent, je connais sur les... En fait, donc il faut installer Yara et... Non, il y a des discussions qui vont continuer. On va résulter un petit peu dehors. Moi, j'aimerais prendre une recommandation par expert. On est en train de terminer. On a dépassé de 30 minutes. On devait normalement finir à 16h30. Mais nous avons fait payer des coupures de courant. Alors, on a pris 30 minutes de plus. Il y aura une recommandation par personne. On va commencer par... Ok. On commence par Jérémy. Monsieur Jérémy, ici, il y a une recommandation que vous pouvez donner pour... Ok. Merci. Donc, par rapport... Ouais, non, par rapport aux recommandations, en fait, on est allé avec... Ok. Non, par rapport aux recommandations, donc on peut couvrir un peu les différentes couches
Donc, on commence avec la sensibilisation, ce qui est vraiment connu. Par rapport au phishing, comment est-ce que être aware, donc du genre, en fait, comment on peut établir un plan, un programme d'awareness au sein d'une entreprise et ainsi de suite. Et aussi, le point que j'ai beaucoup aimé, c'est celui que Simon a évoqué, le red teaming. Donc, ça, c'est vraiment, en fait, l'une des solutions. Donc, ce que je pourrais dire en d'autres termes, je crois mon collègue a parlé de phishing et de comment on peut upskiller les Red Blue. J'irai un peu plus loin parce que il y a un point qui a été mentionné et je crois on est passé plus rapidement parce qu'on était plus concentré sur le vecteur phishing et tout ça là. Si je reviens à ce que je disais, pour moi à ce niveau, plus que la prévention, ça serait beaucoup plus un boulot de détection. Et je crois dans les différentes idées, c'est que mon collègue essaie de dire par le Blue Team, ça veut dire à cette étape-là, la machine est entre guillemets compromise. Ce qui reste à faire, c'est comme on dit souvent, les différentes étapes de la sécurité. Qu'est-ce que se mettre dans le mindset de l'attaquant? Qu'est-ce qu'il pourrait vouloir faire après ça? Est-ce qu'il voudra faire un mouvement latéral? Ça veut dire il va vouloir chercher des hosts dans l'environnement. Est-ce qu'il va vouloir escalader les privilèges? Ça veut dire élever les privilèges, et avec des détections à ce niveau-là, on peut, comme on dit souvent avec le Zero Trust, on doit toujours assumer que on est breached. Et à ce niveau-là, chaque étape de la sécurité devient importante. Pour moi, à ce niveau, c'est la première des choses que je pourrais recommander aux entreprises et tout. En plus de cela, je pense, sauf étant donné qu'il n'a pas encore, si j'ai bien pu comprendre, votre Virunga n'a pas encore, comment je dirais, vous n'avez pas encore pu automatiser toute la chaîne privilège. Jusque-là, vous êtes juste à la compromission de... Oui. Au niveau de l'attaque, on est juste dans la compromission. Exactement. L'accès initial à la machine. Oui, l'accès initial. En vous souhaitant d'arriver sur toute la chaîne, ce que moi je pourrais dire en second lieu, c'était l'analyse des logs. Pourquoi j'ai posé la question de si c'était déjà fait? Toutes les actions qui seront faites, si elles sont pas supprimées, il y a aujourd'hui des SIM qui sont là et des log collectors avec avec une vision un peu plus accrue. On peut voir des logs qui sortent de la normale et des connexions qu'on n'aurait pas pu attendre à un certain moment. Donc, c'est question juste de se mettre dans le mindset de l'attaquant en tant que Blue et se dire, OK, si la compromission est actée, what's next? Qu'est-ce qu'il pourra faire? Et c'est comme ça que moi, j'irai beaucoup plus dans l'analyse des logs, dans la télémétrie, tous ces genres de petites traces qui peuvent être laissées derrière seraient des pistes pour, c'est vrai, on n'a pas pu prévenir, mais limite, on peut détecter et réajuster le tir. Par exemple, par exemple, pour les logs. Alors, Microsoft a incorporé un composant qu'on appelle Event Tracing for Windows. Donc, c'est un outil qui collecte tous les logs au niveau en fait, tout ce qui se passe au niveau de la machine. Mais il y a la possibilité de les contourner. De les contourner carrément. Alors, actuellement, oui, les attaques sont des plus... Par exemple, le 22 décembre et le 22 février. Donc, Lazarus a réussi à dérober 1,5 milliard de dollars chez Bybit. Donc, ils n'ont pas attaqué directement Bybit, ils ont attaqué le fournisseur de Bybit. Une attaque pareille. Ils ont ciblé les développeurs de Safe Wallet, ils ont compromis sa machine, ils ont injecté du code, ils ont récupéré 1,5 milliard de dollars. Vous imaginez? Avec la sécurité de Safe Wallet. Bon, nous imaginons, mais c'est la partie recommandation. Donc, la recommandation est tombée. Voilà. Non, 0,3 c'est très très important. C'est passé par la third party. Mais j'ai pas entendu que les logs n'existent plus. Tout ce que j'ai pu comprendre, c'est que
ils n'ont pas attaqué directement, c'est par un peu partie qui a une connexion avec l'entreprise que l'attaque a pu avoir lieu, de ce que j'ai pu comprendre. Mais la partie des logs, j'insiste encore sur ça dans ce sens que il y a eu une action qui a été faite, à moins que derrière, il y a eu une suppression de ces logs-là. Sinon, cette action de le développeur qui a été compromis à, je sais pas moi, initier ce transfert, il y a des logs qui sont restés. Oui, vous avez raison, vous avez carrément raison. Donc, s'il vous plaît, nous sommes à la fin. En fait, chaque activité qui se passe au niveau de la machine, ça génère ce qu'on appelle de la télémétrie. Donc, c'est possible de retracer l'attaque. Maintenant, tout dépend de la méthode utilisée par l'attaquant. Brouiller les pistes pour que ça soit vraiment difficile à remonter. C'est un peu ça. Ok. Par exemple, l'attaque au niveau du noyau, au niveau de la mémoire, OneDrive, c'est vraiment difficile pour que l'équipe SOC, avec nos outils CIEM, que ces outils puissent détecter ce genre d'attaque. Bon, on pourra continuer en ordre. Vous allez vous rappeler quand je parlais, j'avais demandé comment je pourrais dire ça, comment le virtual, comment il acquérait cette création-là de cette partie. La connexion-là. Oui. Oui. Déjà, OneDrive, c'est un processus qui fait souvent des appels HTTP. La machine aussi fait des appels HTTP. Ça sera vu comme normal. Ça sera vu comme normal. Déjà, on utilise un nom de domaine qui a une bonne réputation. Donc, si vous n'avez pas l'œil, ça va passer. Il y a de la mémoire qui est créée pour votre payload. Donc, on a alloué de la mémoire. Et on a alloué de la mémoire et j'ai déposé ma charge utile. Et cette allocation de OneDrive, ça génère de la télémétrie. Exact. Maintenant, les solutions de sécurité ont appris à détecter ce genre de parasol, l'analyse comportementale. Surtout avec les avancées au niveau de l'IA, ces outils sont capables de détecter les attaques qu'ils n'ont jamais vues auparavant. Et grâce au schéma que le processus prend. Mais il y a possibilité, comme je l'ai dit, de contourner, de brouiller les pistes. Au lieu de suivre le cheminement normal, j'alloue la mémoire. J'ai écrit ma charge utile, j'ai créé un trait, je l'exécute à aucun map. Je cherche une alternative. Okay. Pour que même quand on lit le processus, ce n'est pas une ligne droite. Donc, le process pattern, on le contourne. On le contourne. Ok, bon, je conclue là pour pas monopoliser. J'ai aimé que vous ayez dit. Je te donne mes minutes. Moi, que vous ayez dit que là, de moi, je contournais parce que c'est, comment je peux appeler ça? C'est du mutual learning, dans ce sens que les Reds vont toujours attaquer, les Blues vont toujours se défendre. De se défendre. Et dans cette optique-là, pourquoi j'insiste un peu plus sur le côté behavioral, parce que il y aura toujours un processus barrant où il y aura qui va. Oui. Par exemple, c'est possible d'usurper tout ça. Donc, je prends mon malware. Et j'ai fait en sorte que mon malware devienne l'enfant d'un processus, par exemple, Explorer. Soit Word. Et ces processus aussi peuvent être détectés, en fait. Comment ça? En fait, la chaîne, en fait. Par exemple, ici, j'ai injecté mon shellcode à l'intérieur des OneDrive. Comment vous allez le détecter? Sauf si on fait le scan de la mémoire. À moins que vous fassiez le scan de la mémoire. Maintenant, scanner un processus Microsoft. Non seulement ça prend du temps, mais c'est déjà un processus par défaut clean. Vous n'allez pas aller fouiner à l'intérieur d'un processus Microsoft. Déjà, scanner de la mémoire, ça consomme énormément. Scanner le disque, oui, mais la mémoire, parce que l'attaque se passe au niveau de la mémoire. Bon. Merci beaucoup pour ces échanges. Nous remercions Monsieur Simon. J'aurais peut-être voulu que nous puissions l'acclamer un tout petit peu. Parce que nous avons quitté d'ici perdant.
On a tous appris. Non, perdant dans le sens de personne n'a réussi à enlever de là où il est. Il est dans la mémoire, il s'exécute. Il perd du temps. Je n'ai pas vu. Moi, que les leaders à mettre à jour, c'est. Non, je n'ai pas vu quelqu'un. Je n'ai pas vu quelqu'un. C'est comme ça qu'on appelle ça APT. On prie simplement que cette attaque ne circule jamais tout près de nos entreprises, même des entreprises congolaises, parce que la maturité même de notre berceau ingénieriel, de la cybersécurité en RDC n'est pas à un niveau tel que nous puissions aller chercher des vulnérabilités de ce niveau. Alors, Monsieur Simon est l'une des rares personnes qui explore ce chemin-là. Comme je vous ai dit, c'est un chercheur, moi je le suis sur ses réseaux, je suis ses publications. Et à chaque fois qu'il publie quelque chose, moi je lis et je fais des recherches après. Donc, quand on se rencontre aujourd'hui, c'était quelque chose qui était prévu depuis très longtemps. Mais on a fait des tests. Bon, moi déjà, j'étais sûr que moi j'ai pas réussi à le faire sonder. Donc j'espérais sur vous, mais déception. Alors, mais c'était plutôt un très bel échange. Je pense que nous avons tous appris. On a eu des problèmes, notamment du payload qu'on ne retrouvait pas, on l'a retrouvé. On a eu un problème un moment de connexion. On a eu un problème de courant. On a eu un problème à un moment de son. Un problème de batterie. Mais nous avons été forts, nous avons tenu jusqu'ici. Et je vous remercie à tous, commençant déjà par Monsieur Simon lui-même et aussi aux intervenants que je demanderai, parce que je serai poursuivi dehors, je demanderai également qu'on puisse applaudir. Il n'y a pas besoin de remercier également nos invités qui sont là. On a eu des gens qui sont déconnectés, à part Madame Esther Ongona, à qui on dit bonsoir, si elle nous écoute ou si elle a juste mis notre réunion en fond d'écran. Mais nous sommes contents, vous avez tenu compagnie. Ceux qui sont en ligne, ceux qui sont sur place, merci au nom de l'équipe Steras, Péché Auvray et de l'équipe de l'équipe.